Le redressement économique de la France semble plus lent que prévu, ce n'est pas moi qui le dis, mais l'INSEE. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Wechter, chef économiste chez Ostrom. Alors oui, dans le bon côté, si on regarde le bon côté des choses, dans ce que nous a dit l'INSEE, oui, l'activité a rebondi depuis le déconfinement. Le troisième trimestre, c'est l'INSEE qui le prévoit, 17% donc de reprise, de croissance de l'activité. Des chiffres qui sont réjouissants et qui témoignent, il faut le dire quand même, de la puissance du rebond. Vous me direz, on est tombé de tellement haut que c'est normal que ça rebondisse. Et après, on verra que l'avenir est un peu moins rose. Oui, on a eu un rebond, l'INSEE prévoit un rebond très significatif au troisième trimestre, de l'ordre de 17%, mais cela ne compense pas le repli observé au premier et au deuxième trimestre. C'est cette dynamique-là qu'il faut avoir à l'esprit. La baisse de l'activité, notamment en fin mars et durant tout le mois d'avril, a été absolument considérable et le retour est complexe. On se retrouve toujours, si on suit les projections de l'INSEE, en fin d'année, toujours en dessous du niveau de 2019, de fin 2019. Donc 4%, c'est ça, hein, on sera 4%. Absolument. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, encore une fois, voilà, plus 17% au troisième trimestre. On a fait moins 20 en gros au premier semestre, donc effectivement, on n'a pas retrouvé le point haut. Après, quand on regarde devant sur les prochains mois, ce que nous dit l'INSEE, c'est que le redressement sera plus lent. Je crois que le terme, l'expression employée, c'est moins rapide, s'il faut être précis. Oui, parce que c'est moins agréable à entendre, mais voilà, c'est lié pour partie, même largement, à l'incertitude sanitaire. Et là, l'INSEE nous parle d'un petit 1% de croissance au quatrième trimestre. C'est maigre, hein. Oui, mais c'est finalement assez logique. On a eu une période très complexe au mois d'avril. Tout le monde était cantonné chez lui, incapable de faire le moindre achat à part sur Internet. On a vu à la sortie du confinement un retour assez fort, notamment de la consommation de biens, de la production industrielle. Ce sont des facteurs, des phénomènes assez habituels en sortie de récession. Et donc, il y a eu une compensation. Là. Les dépenses de biens au mois de juillet sont supérieures à celles qu'on avait avant la crise. Cependant, et c'est ça la nouveauté, c'est qu'il y a encore un certain nombre de secteurs qui sont pénalisés, tout ce qui touche au tourisme, à la restauration, et qui fait que cette consommation de services, qui fait plus de 50% des dépenses des ménages, eh bien, est pénalisée et n'entraîne pas l'activité et les dépenses des consommateurs. Donc on a un rattrapage très fort au troisième trimestre, et puis une fois que ce rattrapage est fait, vous avez changé votre voiture que vous souhaitiez changer initialement au mois d'avril, vous la changez en mai, juin ou juillet en profitant de la prime offerte par le gouvernement, mais une fois que c'est fait, la situation se stabilise, et donc l'économie française par nature ne fait pas 5% de croissance par an, on est plutôt autour de 1%, un peu plus. Et donc, on retombe finalement assez vite sur ces éléments. Alors, si vous rajoutez un risque sanitaire supplémentaire, vous générez davantage d'incertitudes et vous avez ces données finalement assez lentes de croissance, mais qui ne sont pas incompatibles avec la tendance spontanée de l'économie française avant la crise. Oui, mais on aurait pu imaginer un quatrième trimestre, je ne sais pas, à 4-5% de croissance, après le plus 17 au troisième trimestre. D'ailleurs, l'INSEE dit que l'économie française, c'est intéressant, aborde la rentrée comme un moteur à la fois bridé et dopé. C'est intéressant cette idée que bridé, on le comprend par le contexte, par les mesures, les contraintes sanitaires, et puis dopé, voilà, par les plans d'urgence, par les mesures de soutien, par les politiques monétaires accommodantes. Il y a l'accélérateur et le frein en même temps, hein. Oui, ben on est tous soumis à cette situation, qu'on soit en France, en Allemagne ou ailleurs. C'est-à-dire que globalement, on a des mécanismes qui fonctionnent de façon habituelle, avec des supports forts, hein. Vous évoquiez les politiques de relance, la politique de la BCE. Tout ça favorise, ou tout au moins réduit au maximum les contraintes sur l'activité, mais vous avez deux sources d'incertitude qui sont fortes. La première, c'est l'incertitude sanitaire. Et on a vu qu'en Europe, depuis la mi-août, cette incertitude s'est accrue à nouveau. Donc, ça modifie forcément les comportements. Et puis, vous avez aussi une incertitude forte sur l'emploi, parce que pour l'instant, le chômage partiel
a plutôt bien fonctionné. Les gens qui étaient en chômage ont été pris en charge par l'État, mais on voit bien que la situation va évoluer et que à partir du mois d'octobre, probablement, on va avoir un regain de faillite et la situation sur le marché du travail va se modifier. Donc, les consommateurs, les entreprises prennent ces phénomènes en compte et n'ont pas forcément envie d'être les plus aventureux possibles dans leur comportement. Sur cette fin d'année, Philippe, qu'est-ce qui devrait être le moins au rendez-vous, j'ai envie de dire? Est-ce que c'est cette consommation des ménages qui risque de faire défaut pour ces raisons, pour les raisons de, on a dit, je crois que c'est 700 000 déjà emplois détruits depuis le début de l'année, ou les carnets de commandes qui se garnissent, mais pas suffisamment. On parle de moyenne, c'est vrai, quand on parle de l'économie française, mais après, sectoriellement, ce qui se passe, c'est absolument ahurissant entre les secteurs qui sont toujours l'aéronautique, le tourisme, l'hôtellerie, qui sont toujours dans le dur, et des secteurs, l'agroalimentaire, je sais pas, l'eau, l'assurance, la banque, qui, pour le coup, vont d'ici peu revenir à leur étiage, hein, à leur niveau Oui, d'avant-crise. on est tous confrontés, toutes les économies sont confrontées à cette situation. On a tous, on le voit bien sur l'aéronautique, sur l'automobile, qui sont des secteurs forts de l'économie française qui sont aujourd'hui pénalisés, mais dans d'autres pays, d'autres secteurs le sont également. La vraie question à laquelle on devrait être attentif, et c'est en cela que le plan de relance du gouvernement est intéressant, c'est que va-t-il se passer du côté de l'investissement, parce que quand on regarde les enquêtes, on s'aperçoit que les carnets de commandes ne sont pas aussi garnis que la moyenne observée par le passé, et les entreprises sont un petit peu le pied sur le frein en matière d'investissement. Et tout le rôle et l'importance de la politique économique sera de débloquer cet investissement. On sait que les chefs d'entreprise, notamment les patrons d'ETI, il y avait une enquête récente qui avait été publiée là-dessus, sont plutôt attentistes dans leur comportement. Et c'est ce phénomène-là qui va être important parce que dès qu'il y a de l'investissement, vous générez une dynamique intrinsèque de l'économie beaucoup plus forte. Et c'est ce phénomène-là qui entraînera l'économie française et derrière réduira l'incertitude sur l'emploi et donc sur le consommateur. Philippe, si on devait résumer, parce que tout ça c'est pas une bonne nouvelle. On est heureux de voir que le troisième trimestre est puissant. Et au final, sur l'année 2020, la croissance française, on risque de faire, nous dit l'INSEE, du -9. Là, le gouvernement prévoit encore du -11. Mais bon, voilà, ce qu'on retient, c'est que le redressement à venir sera plus lent que prévu. Et ça, c'est quand même, a posteriori, bon, on n'y est pas encore, mais c'est facile à expliquer, mais on aurait pu imaginer que ça rebondisse plus vite. Voilà. Non, je crois il faut qu'on soit raisonnable sur deux aspects. Le premier, c'est que quand on regarde la crise de 2008-2009, on a eu un choc extrêmement fort en France et ailleurs. Et pour autant, l'année de sortie de récession n'a pas été une année de très forte croissance. On est revenu sur les niveaux de croissance qu'on avait avant la crise. Il y a juste l'Allemagne qui fait exception parce que l'Allemagne était très branchée sur la Chine, qui, elle, avait redémarré très fort. Mais aux États-Unis, en Angleterre ou dans d'autres pays européens, les chiffres de croissance après la récession étaient comparables à ceux d'avant cette récession de 2008-2009. Là, on doit imaginer exactement la même chose. Et donc, on ne peut pas. L'économie française de 2013 à 2019 a une croissance d'1,4%. N'imaginons pas que l'on puisse faire des choses très différentes de ce cadre-là. Et rappelons-le, il existe encore une incertitude très forte. Ouais, je vous coupe, ça veut dire que le gros du rattrapage a été fait. En fait, finalement, c'est ça, le gros du rattrapage est déjà fait. Et n'oublions pas que l'économie française et l'économie européenne a été complètement à l'arrêt au deuxième trimestre. Enfin, on a tout arrêté. Et donc après, il y a toute la dynamique de redémarrage qui est complexe parce qu'il faut recoordonner l'ensemble des activités d'une entreprise, de service ou d'industrie. Et ce phénomène-là est quelque chose de complexe et qui ne se fait pas spontanément. Donc tout ça prend du temps. Et une fois le rattrapage de mai, juin, juillet observé, eh bien, on rentre dans cette normalisation de l'économie et dans une économie où il n'y a rien à reconstruire. C'est ça la difficulté, c'est qu'on a eu un choc exceptionnel, mais généralement, ces chocs exceptionnels, c'est des chocs liés à des conflits armés. Et après, il y
avait de la reconstruction et du rattrapage. Là, on n'a pas de reconstruction, on n'a pas de rattrapage, et donc c'est un petit peu plus complexe, d'où le rôle essentiel de la politique économique et de la politique de la BCE qui restera accommodante encore très 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 longtemps. Voilà, merci en tout cas pour ces explications, Philippe Wächter, chef économiste chez Ostrom. Merci à vous, bonne journée, bye.